Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2025. Je suis en compagnie, donc, comme chroniqueur de Raphaël Séminor. Comment ça va, monsieur Séminor? Très bien, très bien. Toujours heureux de vous retrouver sur ce plateau, bien entendu. Je salue donc tous les amis chroniqueurs et toi-même, Mano. Merci beaucoup. Quand je t'ai salué tout à l'heure, là, j'ai eu l'impression d'avoir un jeune homme de 18 ans Oui, devant mais moi. quand tu sais, je me mets tu vois, avec mon polo et tout ça, histoire de quoi. Mais tu as vu avec ma moustache blanche et mes cheveux blancs, je ne trompe pas très souvent. Ah, je sais pas. Enfin bon. Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice, comment ça va? Mais ça va bien. Nous avons vécu hier au journal Justice un événement assez gratifiant parce qu'une équipe de télévision émanant d'une station qui s'appelle Planète, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui est en gros une filiale de Canal+, est venue nous interviewer. Ils veulent faire un documentaire sur l'affaire Aliker. Bon, énième documentaire sur l'affaire Aliker. Mais après Fanon, il fallait bien... Hein? C'est par rapport à Fanon. Il y a un film sur Fanon. Donc non, je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Encore que Aliker est un héros martiniquais comme Fanon est un héros martiniquais. Mais, c'est pour ça que je dis ça. Mais ceci dit, donc, non, il est certain que... Non, ce qui intéresse... il y en aura un autre de la semaine prochaine, un autre de France 2. Ce qui intéresse ces documentaires, c'est... Ils s'intéressent aux affaires non résolues, aux affaires pour lesquelles il y a eu des assassins, où la justice n'a pas sanctionné les assassins. Et dans l'affaire Aliker, ce qui est la conclusion d'ailleurs que je leur ai donnée, c'est que le tribunal de Bordeaux a reconnu qu'Aliker avait été assassiné, mais il n'a pas sanctionné les assassins et relaxé les assassins supposés. Bon, donc c'est un assassinat sans assassin. Tu peux nous rappeler les assassins? Alors, si c'est les possible. assassins, c'est deux Saint-Luciens dénommés Darcy Moffat, entre autres, qui auraient été mandatés, recrutés, payés par le béquet Aubéry. Bon. L'enquête du juge Duchemin remontait cette filière et au moment où il allait conclure, on l'a déplacé au Sénégal. Ben ouais. Ouais. Donc c'était les pratiques de l'époque. Donc l'affaire Aliker, il y a un petit livre pour ceux qui s'intéressent à cela. Un petit livre d'Armand Nicolas, extrêmement détaillé sur l'origine de l'affaire, c'est-à-dire un scandale fiscal, la complicité du gouverneur de l'époque, qui a... Mais là, tu racontes déjà l'histoire, il faut voilà. Laisser les gens voir le film. Et les menaces... Aliker était rédacteur en chef de justice. Le seul journal qui a publié les éléments de l'affaire, c'est Justice. Il y avait d'autres journaux, l'Aurore, La Paix, on a lu les fichiers, etc. Non. Donc Justice a été le seul à publier cela. Par conséquent, il a été menacé puis assassiné. Voilà. Bien. Merci beaucoup Michel. Mathieu, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici parmi vous. Bonjour à tout le monde sur le plateau et bien sûr à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis ravi d'être ici. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Bonsoir Karine. Bonsoir Mano, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Très bien. Alors, dans le sommaire que je vous envoie, j'ai rajouté à la main, enfin en bas, parce que j'ai vu aujourd'hui que Macron veut un État palestinien. D'ici la fin de l'année, il veut qu'il y ait un État palestinien. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Sûr. Et vous pensez que ça peut se faire? Et puis, est-ce que la France a la stature pour pouvoir faire ça? La France reconnaisse. Annoncé, oui. Sauf qu'il a été dit que Macron attendrait le mois de juin pour véritablement se prononcer, définitivement, je dirais, et il attend que d'autres le suivent.
Et notamment, il pourrait avoir l'Arabie Saoudite qui serait dans sa roue pour ça. Alors, on voit bien que c'est un peu frileux. Et sauf que ce qui a été dit, et c'est ce que j'ai entendu ce matin, c'est que d'autres présidents avaient déjà esquissé cette idée, notamment Chirac. Vous vous rappelez Chirac, quand il est allé en Palestine notamment, il était suivi par des gardes du corps, etc., qui l'empêchaient de discuter avec la population. Il avait interpellé le président, mais... Exactement. Bon. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a une pression internationale qui fait que peut-être n'arrivera-t-il pas à se prononcer dans cette direction, peut-être. Et puis la difficulté qu'il y a aussi, c'est que sur place, la guerre continue. Hein. Il y a toujours, pour l'instant, la trêve qui avait eu lieu est terminée. C'est-à-dire qu'il y a toujours Israël, il y a toujours des missiles qui sont lancés chaque jour. Malheureusement, dernièrement encore, il y a eu plusieurs civils tués. Et dans la bande de Gaza, il y a un vrai souci actuellement parce que qui a-t-on comme l'interlocuteur politique en ce moment, malheureusement, pour pouvoir alors, le président israélien ne semble pas prendre la blague, il n'est pas content de Netanyahou. C'est pas le seul. Trump aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'une partie de la communauté internationale, sous la pression notamment des États-Unis et d'Israël, ils sont un peu frileux à ce sujet. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, parce qu'on considère que s'il y a un peuple, il y a un État, donc il y a un sentiment d'appartenance. Ce qui fait qu'on doit reconnaître l'État palestinien en tant qu'État. Bien. Non, je pense que c'est une prise de position qui reflète l'évolution du rapport des forces internationales. Parce que jusqu'ici, il ne faut pas oublier que la France, quand même, est un des fournisseurs des armes à Israël. Hein. Attention. Hein. Bon. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Bon. Donc la France a toujours eu une position ambiguë. Bon. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des pays de ce qu'on appelle le Sud global, je reviens sur cette notion, ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde, sont persuadés qu'il faut officialiser la création d'un État palestinien et surtout, c'est une manière de couper l'herbe sous les pieds parce que qu'est-ce que veut faire l'État d'Israël? Il veut annexer Gaza. Il veut annexer la Cisjordanie et Gaza. Et sans oublier que Trump veut faire un truc de plage, genre... oui, une côte d'Azur. Une côte d'Azur. Une côte d'Azur à Gaza. À Gaza, oui. Ouais. Donc oui. La prise de position de la France, dans ce contexte-là, ça fait évoluer le rapport de force. Mais est-ce que la France a du poids encore dans ces pays-là où il y a eu tant de guerres, tant de choses? La France a perdu le poids qu'elle avait. Parce qu'il y avait tu as parlé de Chirac, il y avait une aura française à cause de depuis De Gaulle, depuis le fait que De Gaulle avait pris position contre Israël pour l'achat de certaines armes, notamment des vedettes. Hein? Bon. Ça peut entraîner un certain nombre de pays européens à franchir le pas. L'Allemagne, etc. Donc, même si la France avait perdu cette aura qu'avait acquis, en gros, le courant gaulliste en France. Mais en plus de cette partie du monde-là, il y a les Africains aussi qui sont en train de demander à la France de partir. Hein. Bon. De plus en plus. Hein. Ça c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres contextes. Je pense que Michel ne sera pas d'accord avec moi. Mais là, on retrouve derrière ça aussi. Mais ça se voit, hein, Mali, etc., dans les différents pays où il y a des dictatures qui sont mises en place. Parce qu'il faut rappeler ça, hein, qu'ils demandent à la France de partir. Mais c'est quoi? C'est les militaires ont pris le pouvoir dans ces pays-là. Et donc, une fois que l'armée a pris le pouvoir, ils ont installé des dictatures, on va le dire clairement, c'est ça, mais ils sont accompagnés notamment de la Russie. Donc, il y a des enjeux géopolitiques qui se mettent en place. Oui, c'est pour et ça se voit qu'ils ont sorti de toutes les instances internationales. Parce qu'au-delà de la France qu'ils ont chassé et qui se retirent, mais ils se sont sortis de toutes les instances internationales, hein, ces pays-là. Oui, tout à fait. Et si l'Arabie Saoudite bascule, il y a aussi un enjeu pétrole. Hein, bon,
Le pétrole. Et puis, je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Michel, la France ne fait pas que vendre des armes à Israël, ils participent à leur défense parce qu'ils font partie, ils ont un accord. Et ça s'est vu lors la dernière fois quand il y a eu des attaques de centaines et de centaines de drones. Voilà, ils font partie du bouclier et les mirages de la France sont intervenus pour détruire des drones. Karine, un mot sur ça? Il n'y a pas que des questions géostratégiques et des questions de territoire. On a réduit la bande de Gaza progressivement. On a privé le peu de survivants qui restent encore de nourriture, d'eau, d'électricité, de médicaments et d'échanges avec l'extérieur, donc d'acheminement de vivres ou de nécessaires pour soigner. Et pendant que l'on est en train de faire de la spéculation immobilière sur le territoire de Gaza, eh bien, il y a encore des gens qui sont exterminés par les attaques. Je voulais juste te dire que ça s'inscrit dans un contexte où Emmanuel Macron était en Égypte. Et avec le président égyptien, bien sûr, on sait que toute l'aide qui va à Gaza part principalement de l'Égypte. Et depuis combien de temps toute cette aide est bloquée à la frontière de l'Égypte? Bien. Alors, Laurent Wauquiez, en campagne pour la présidence des Républicains, propose mardi d'enfermer à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous obligation de quitter les OQTF, quitter le territoire. Français. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une vraie bonne, mauvaise idée? Enfin, c'est quoi exactement? Parce qu'il dit quand même des choses qui paraissent sensées. Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas partie de Schengen. Donc, il y a certaines lois qu'on ne peut pas... La Martinique non plus. Hein. Donc, on peut les envoyer ici, Michel. C'est pour ça qu'on te demande un passeport quand tu viens ici. Tu as vu qu'on te demande un passeport quand tu viens ici? Mais en tout cas, ça fait un sacré tollé. En ce moment, les gens sont vent debout. Le président de Saint-Pierre-et-Miquelon était ici il y a 6 mois, à peine 6 mois. Ils étaient ici avec toute une délégation, ils étaient en Martinique. Ouais. Donc on a eu la chance de les rencontrer. Et Laurent Wauquiez, simplement, il est en campagne. Mais bien sûr. Je veux dire, il est en campagne face à Retailleau. Retailleau, il n'a pas choisi le thème des OQTF par hasard. Retailleau qui a subi des revers concernant l'OQTF, notamment avec l'Algérie. Et bien là, actuellement, dans 2 mois à peu près, 2 mois et demi, tu as la présidence des Républicains des LR qui est en jeu. Donc, ce qui fait qu'il a besoin de se positionner. Il est en retard. Pour l'instant, Retailleau est favori. Entre guillemets, il bénéficie de l'aura par rapport à... il est ministre quand même de l'Intérieur. Et ce qui fait que Laurent Wauquiez, en tout cas, il a suscité le débat. Ça fait parler de lui. Et là, il est content et heureux à ce niveau-là. Et lui, il argumente en disant, oui, mais pourquoi si on n'a pas le droit, est-ce que c'est la France et on a le droit de mettre... Bon, là, je trouve qu'il va quand même un peu loin. Mais je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps où il y avait d'autres élus qui avaient dit qu'il fallait les mettre en Guyane. Oui, exactement. Bien sûr. Et c'était pas lui. Réouvrir le bagne en Guyane, très exactement. C'est un vieux réflexe colonialiste. Ça rappelle l'époque où on envoyait les condamnés au bagne en Guyane. Et puis c'est tout. Donc là, il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, le fait c'est que nous avons un statut particulier. Nous sommes en région ultra-périphérique, mais nous ne sommes pas membres des accords de Schengen, de la libre circulation, Des personnes et des biens. À l'intérieur, des personnes et des biens. Bon, par conséquent, c'est un prétexte. Le véritable problème, c'est quoi? Quel est le véritable problème? Le véritable problème, c'est que tu as des gens qui sont déclarés au QTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, parce qu'on les soupçonne par leur fréquentation, par leur lecture, on les soupçonne d'adhérer aux idéaux djihadistes. Ou ceux qui ont aussi commis des crimes. Il y en a. Ou ceux qui ont commis des crimes. Bon, alors, le problème, c'est que pour ceux qu'on leur soupçonne, le droit pénal français ne permet pas d'enfermer, de condamner des gens dont on soupçonne qu'ils ont l'idée de commettre un délit. Pour qu'on puisse les sanctionner, il faut qu'ils aient commis le délit. Bon. Donc, le problème de Retailleau et de tous ces gens qui veulent focaliser les problèmes français, comme l'extrême droite, sur les immigrés, ce sont les problèmes qu'on rencontre la France en matière de violence, etc., de chômage, c'est les immigrés. C'est ça la théorie. Par conséquent, c'est ça. Et ils se concurrencent là-dessus. Donc c'est une concurrence malsaine
sur une idéologie malpropre. Raphaël. Bien dit, bien dit. Il faut rappeler qu'Olivier Servat, député guadeloupéen, a dit de Wauquiez, mais Wauquiez est un con. Il a dit ça. Comme c'est un gars qui n'a pas sa langue dans sa poche, il lui est déjà arrivé. Mais il avait dit à un député, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Donc, c'est un gars qui est assez impulsif. Mais Nadeau aussi a... Nadeau parle de qui, de Servat? Nadeau aussi a parlé Un peu de position respect, sur le- de dignité, de machin. Bon, évidemment. Alors, deux observations. D'abord, comme disait Mathieu, Wauquiez est en campagne. Il est en campagne pour la présidence de les Républicains et les élections. Et de la République française. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est Prochaine oui, bien entendu. Mais présidentielle. ça, tu sais, l'idée, c'est quoi? C'est que pour gagner les élections présidentielles, il faut que tu aies un parti derrière toi. Bon, c'est ça. Donc, il veut absolument gagner la présidence des LR d'abord. D'abord. Et donc, il sait très bien que cette présidence ne se joue pas au centre. Il y a plusieurs exemples que l'on peut donner. L'exemple de Sarkozy. Lorsque Sarkozy est devenu président de l'UMP, c'était pas le RPR, c'était l'UMP, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu un discours très droitier, proche de l'extrême droite, pour gagner cette élection. Et ça a été le cas également de Ciotti. Ciotti, pour gagner l'élection, effectivement, il a pris une position très droitière. Donc, du coup, évidemment, il se dit, pour gagner cette élection et passer au-dessus de Retailleau, qui est déjà le favori, il faut absolument que je tienne un discours très droitier, proche de l'extrême droite, pour que, évidemment, je puisse prospérer dans cette élection. Sauf que, il faut rajouter, et ça c'est ma deuxième observation, tous les extrémistes, tous ceux qui étaient favorables à ces positions droitières, sont partis vers le Front National et avec Ciotti. Ouais. Avec Marine Le Pen ou avec Ciotti. Cela signifie donc que ça saillit là concernant effectivement l'envoi de tous les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça peut faire pchit, parce que ceux qui étaient favorables à ce discours quasiment d'extrême droite sont partis. Ceux qui restent ne seront peut-être pas favorables à un discours de cette nature. Et je rappelle, que même au sein des LR, au sein de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui étaient très mal à l'aise par rapport à ce discours de Wauquiez. Donc, il est en train de jouer là, mais il n'est pas dit qu'il va prospérer il fait de la politique. Par ce genre de discours. Karine, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, sur cette histoire de Wauquiez? Eh bien, la chasse est ouverte. Systématiquement, dès lors qu'il s'agit des Républicains, même des macronistes, on surfe sur la vague de l'extrême droite pour essayer de conquérir ce public-là, de le satisfaire avec des propositions qui responsabilisent les plus... Parce que dans toute crise, il y a des profiteurs de crise que l'on ne vise pas de la part de la droite, mais les victimes de cette crise, on fait comme si c'était eux qui étaient responsables de toutes les décisions qui sont prises en France. Quand on voit qu'il y a vraiment du lobbying politique et qu'on ne se préoccupe plus des missions pour lesquelles on s'investit, mais que progressivement, la droite fait des effets de com', ne propose pas des solutions aux problèmes concrets des Français. On ne parle pas de pouvoir d'achat, on parle de, oui, les migrants sont responsables de tous les maux, alors qu'il y a des données scientifiques. Ce n'est pas parce qu'on le répète incessamment tous les jours sur les médias mainstream que ça devient une vérité. Il y a des données concrètes qui montrent que les étrangers en France rapportent plus que la France ne dépense pour eux. Et beaucoup d'étrangers ne sont qu'en transit en France. Donc, même quand ils restent un peu, ils ne restent pas définitivement. La France n'est pas un pays particulièrement accueillant pour eux. Ils préfèrent aller à Londres, ils préfèrent aller en Allemagne, parce qu'ils arrivent mieux à s'insérer dans ces pays-là. Quand on voit que Laurent Wauquiez, il a quand même des antécédents qui parlent pour lui,
il parle de dépenses inconsidérées dans le social, etc. Il est quand même responsable d'un dîner mondain à 100 000 euros avec de l'argent public. Donc, et il n'en est pas à ses premières frasques. Donc, concernant le crédit qu'il faut lui accorder, moi, j'accueille ça de manière très relative. En ce qui concerne sa proposition d'envoyer des prisonniers d'OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, à droite, on a déjà proposé de réouvrir le bagne de Guyane pour envoyer les terroristes. Il a fallu, c'était sur le plateau de CNews d'ailleurs, il a fallu qu'on recadre en disant mais les Antilles ne sont pas la poubelle de la France. Est-il nécessaire encore de le préciser? Et puis, quant à la considération que les élus, les représentants de droite ont de nos territoires, on peut s'en inquiéter parce qu'on voit nos territoires comme des territoires, mais nous avons des personnes qui habitent ces territoires, nous avons une culture, nous avons un patrimoine, nous sommes des humains, nous sommes des Français, nous payons lourdement notre appartenance à la France et notre contribution, donc nous avons droit à davantage de respect et de considération. Donc sur ce plan-là, je dirais que le recadrage doit être unanime de la part de nos représentants locaux et on ne doit pas juste laisser passer en se disant bon, il a fait une mauvaise blague et voilà. En banalisant ce genre de propos-là, ça va finir par arriver un jour ou l'autre sur nos territoires. Mathieu ? Non, je pense qu'il a fait un ratio entre la population de la France et la population de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est d'environ 7000 habitants. Ils s'en moquent, qu'ils ne veulent plus le voir et de ceux qui peuvent penser, mais je pense qu'il faut avoir un respect de l'ensemble des territoires et de l'ensemble des populations. C'est vrai qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des habitants qui se battent au quotidien. Ici, nous, on parle de 40% de vie chère. Là-bas, c'est 70% de vie chère. C'est un territoire de 242 km². C'est des gens qui se battent au quotidien, qui vivent essentiellement de la pêche et qui ont de graves difficultés par rapport à là où ils se situent, entre les États-Unis et le Canada. Ils ont des problèmes pour pouvoir exporter, etc., par rapport aux équivalences de normes. Ils souffrent parce qu'ils sont quand même un territoire européen aussi. Donc, ils ont du mal à s'en sortir économiquement. C'est compliqué pour eux. Ils se battent. Et ça se voit, un Trump avait déjà appliqué près de 50% de taxes. Bon, même si on va en parler plus tard. Mais j'estime qu'il faut avoir un respect de l'ensemble des territoires et de tout le monde. Très bien. Donc, on va revenir au présidentiel. Alors, il y a... C'était la semaine dernière, un rassemblement de soutien au Rassemblement national Place Vauban. Dimanche dernier. Oui, c'était dimanche dernier. Ça, ouais. Et un contre-rassemblement des militants de gauche à République à Paris et un meeting Renaissance, c'est-à-dire de Attal, Oui, Attal et compagnie à Saint-Denis. Tout ça suite à la décision du juge de condamner Marine Le Pen. Donc tout le monde s'est... Il y avait un branle-bas de combat, quoi. Donc voilà. Alors lequel qui a eu le plus de personnes, d'après vous? On dit que Marine Le Pen a eu 7000 personnes. La police. C'est la police. Oui, mais il faut se baser sur quelque chose. Elle dit 10. Elle dit 10. On connaît Elle déjà. a dit 10. Oui, bien sûr. Et Ouais. Attal, ce serait 8000, enfin près de 9000. Ouais. Bon, mais Attal essaie de reprendre la main, c'est un peu normal. Il ne faut pas oublier qu'il est président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il s'est battu d'ailleurs contre Elisabeth Borne pour avoir la présidence du groupe Renaissance. Donc il essaie de reprendre la main. C'est un candidat quasi déclaré pour les présidentielles. Et en fait, les sondages, j'ai regardé les sondages, mais qui datent de l'année dernière, ça veut dire que c'était avant que Marine Le Pen ait été... Non, avant la dissolution, ça c'est sûr, mais avant que Marine Le Pen ait été déclarée inéligible. Et donc, plusieurs sondeurs, ce n'est pas un seul sondeur, plusieurs sondeurs donnaient Marine Le Pen ou Bardella gagnant au deuxième tour. Sauf que l'écart entre Gabriel Attal et Marine Le Pen ou Bardella était extrêmement faible. 49% contre 51%. Édouard Philippe, c'est pareil. Et Édouard Philippe va même jusqu'à 50-50 au deuxième tour. Donc ça veut dire que les choses étaient très serrées. Aujourd'hui, que Marine Le Pen est déclarée inéligible, on ne sait pas si elle va aller aux élections, puisque l'appel sera prononcé, les juges de la Cour d'appel vont se réunir en 2026. Donc peut-être qu'elle va pouvoir concourir en 2027, mais avec un boulet au pied, parce qu'il ne faut pas oublier que plus de 60% des Français indiquent que la sentence qui lui a été infligée est tout à fait normale. C'est ce que dit le sondage, ce que disent les sondages. Donc ça veut dire qu'elle aura peut-être un handicap
pour gagner cette élection. D'autant que pour gagner cette élection, il faut qu'elle ait d'autres partis et des personnes qui relèvent d'autres obédiences pour pouvoir gagner. Notamment pour le deuxième tour. Je parle du deuxième tour. Ah, bon, d'accord. Je parle du deuxième tour. Quant à Mélenchon, dans ce sondage, Mélenchon est derrière, mais vraiment derrière. 10%. Pas 10%. C'est au deuxième tour. Là, S'il se retrouve au deuxième premier tour, tour qui fait 10%. au premier tour, il fait 10%. Mais s'il se retrouve au deuxième tour, il sera à 36%. 36%, c'est faible. C'est extrêmement faible. C'est-à-dire que Mélenchon volé. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'il faut que Mélenchon réfléchisse sur sa posture politique, sur son positionnement politique. Alors même qu'il était très proche du deuxième tour la dernière fois. Aujourd'hui, il s'en éloigne. Donc moi, je pense que LFI, d'autant que le Parti socialiste s'est éloigné de LFI, donc ça affaiblit le groupe. Je pense que Mélenchon devrait réfléchir. En tout état de cause, moi, je pense que l'élection présidentielle de 2027 est extrêmement ouverte. Et Mélenchon a aussi des affaires judiciaires qui l'attendent. En là. plus. Plusieurs affaires Mais cette judiciaires. élection de 2027 est extrêmement ouverte. Qui sera au deuxième tour, nous ne savons pas. Et on ne peut pas indiquer avec assurance que le Front National, enfin le Rassemblement National sera au deuxième tour. Ah si, pour l'instant, oui. Non, mais Tous les sondages, Oui, on bien ne sûr. sait pas ce que ça va donner. Justement. Mais Non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. On ne sait pas pourquoi, parce qu'à cause de cette inéligibilité, même si Marine Le Pen y va finalement, parce que la Cour d'appel la rend éligible, elle aura quand même la peine de prison. Oui, 4 Elle ans. aura de la mais peine de bon, avec prison. un bracelet assez Et de l'inéligibilité. Comment? Je te laisse terminer. Elle aura de l'inéligibilité. Et donc, forcément, ce ne sera pas exécutoire dans l'immédiat. Ça veut dire qu'elle pourra y aller, quitte à ce que, puisqu'elle va faire appel, évidemment, de son inéligibilité. Parce qu'elle y aille, mais elle aura ça comme boulet au pied. Et pendant 5 ans, elle sera présidente. Alors moi, je pense Mais bien qu'il sûr, s'agit bien d'une sûr. formidable vitrine. On n'a jamais autant parlé du Rassemblement national. On n'a jamais autant victimisé le Rassemblement national. On parle du Rassemblement national comme si il n'y avait pas eu de délit. On ne va pas dans le fond des sujets. Je rappelle qu'il y a des fraudes, il y a des détournements de fonds, il y a des récidives, il y a des emplois fictifs. De nombreux, pas des emplois fictifs au SMIC, des emplois fictifs entre 5 et 8 000 euros. BO avec le modem en avait aussi. Absolument. Sauf que là, Donc, ils sont plus d'une vingtaine à passer devant le juge en même temps. On a centralisé les choses concernant Marine Le Pen. On ne parle que d'elle. Mais au Rassemblement national, ils sont plus d'une vingtaine à être concernés par ce procès. Donc, ça leur donne une vitrine. On parle de tout le temps. Tout le temps. Et ça a été prouvé qu'en une dizaine de jours, on a parlé 3% du temps, sur tout le temps où on a parlé d'eux, on a parlé 3% du temps des délits qui ont été effectués, qui ont été prouvés et pour lesquels ils ont été condamnés. Et pendant tout le reste du temps, donc 97% du temps, on a parlé de jugement de valeur, de victimisation, etc., etc. On donne plus des opinions que des faits sur les médias mainstream. Et donc ça valorise. Parce que quand elle dit la juge qui m'a condamnée, il n'y avait pas une juge, il y en avait 3. Oui, mais Karine, Ça a été examiné, il y a eu des années d'enquête. Il y a eu une enquête tout de suite, elle a eu 10 000 adhérents de plus. C'est pour te dire combien que finalement, effectivement, Avec la participation de moyens de communication. Ben oui, mais parler d'elle comme ça, effectivement, Ça au lui lieu rend de service. l'enfoncer, ça lui rend service. Ça lui rend service. Donc elle sera peut-être présidente française par rapport à ça. J'espère que non. J'espère que les gens vont se ressaisir et qu'ils vont, au-delà du sensationnel que l'on essaie de faire avec ça, qu'ils vont se ressaisir et qu'ils vont examiner les choses en analysant exactement. Parce qu'elle n'en est pas à ses premiers délits. C'est pas la première fois. En tant que députée européen, elle a déjà été condamnée plusieurs fois pour détournement de fonds. Là, on en fait tout un pataquès parce que les présidentielles arrivent. Mais elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà été condamnée et elle a été réélue en tant que députée européenne. Elle payait les amendes avec son salaire de députée européenne. Elle a recommencé encore. C'est dire à quel point les choses n'ont pas été traitées correctement. Si elle avait été inéligible depuis l'époque, on n'en serait pas là. Donc, c'est qu'on n'a pas été suffisamment sévère pour prévenir ça, d'une part. D'autre part, pour revenir à ce que Raphaël disait, elle a été condamnée à 4 ans de prison.
Le problème, c'est que pour une durée inférieure ou égale à 4 ans, on peut avoir des aménagements de peine et le bracelet électronique. Mais c'est ce qui se Donc, passe. c'est ce qu'elle dit. Deux enfermes. Mais oui. Deux enfermes. Ce qui Deux permet enfermes. d'avoir les Le bracelet, ce qu'on ouais. appelle le Oui, bracelet. Mais pas 4 ans, exactement. mais quand tu dis 4 ans, il faut dire Oui, que 4 c'est ans, oui, c'est deux vrai. enfermes. 2 enfermes, ouais. Mais de toute Avec façon- bracelet. De toute façon, dans la limite Comme ça, dans laquelle elle se comme ça, situe, Comme ça, on cause. absolument, dans la limite dans laquelle elle se situe, ça lui évite pas mal de contraintes et de faire réellement de la prison. Donc, en plus de ça, elle a lancé l'appel. Et on sait bien que certaines mesures peuvent être suspensives quand il y a l'appel, etc. Donc, on va voir comment ça se déroule. Et puis, n'oublions pas qu'il y a une forte représentation qui grossit de l'extrême droite et des idées de l'extrême droite, et qu'en Martinique en particulier, ils prennent aussi le pas. Et ils ont l'impression que vraiment, ils vont conquérir nos territoires. Et je pense qu'il faut combattre ces idées-là. Il faut combattre la stigmatisation que l'on fait des populations. Il faut combattre le fait d'instrumentaliser la haine pour se donner de l'importance. Et il faut combattre aussi les idées du Rassemblement national qui sont véhiculées sur la plupart des médias. Et ça, on ne le fait pas suffisamment, je pense. Pas ici, bien sûr. Hein. Ici, Alors... on fait le travail, mais d'une manière générale... Ah non, mais moi, je reçois Juvenal Rémio très souvent. Hein. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Non, il faut une pluralité dans le débat. Il faut leur donner la parole. T'as pas le mais choix, quand leurs valeurs sont à profusion sur les chaînes au détriment des autres valeurs, là, ça pose problème. Non, mais juste avant de te passer la parole, moi, je pense que cette histoire-là, il y aura soit Marine Le Pen, soit Bardella. Même si Marine Le Pen est condamnée, que Bardella devient président, Marine Le Pen peut être première ministre. Oui, donc, de toute façon, ils seront à la tête de l'État. L'un président, l'autre premier ou première ministre. Quoi. Vas-y. Oui, non, ce que je voulais dire, deux, trois petites choses que je voulais dire. Premièrement, sur ce qui s'est passé, que tu as dit, les différentes manifestations de dimanche, la place, honnêtement, la place Vauban était clairsemée. Les images qui ont été fournies sur certains médias, c'était les images qui étaient fournies par le Rassemblement national. Mais quand tu regardes sur d'autres médias, comme on dit, on pourrait prendre l'expression de caractère alternatif, tu trouves que la place était vide et clairsemée, même s'ils ont fait venir des bus, etc. Place, voilà, ils ont choisi cette place-là volontairement. Ouais, la place Vauban, ils l'ont choisi Ce n'est pas la volontairement. Concorde. Hein. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas choisi d'ailleurs, contrairement à la première Ouais, version. clairement. Ensuite, Gabriel Attal avait effectivement 8 personnes. Mais lui, son meeting était déjà prévu de longue date, de très longue date. 8 000. Oui, environ 8 000. Donc, il a bénéficié de l'actualité. D'ailleurs, il a retardé sa prise de parole par rapport à la prise de parole de Marine Le Pen, pour lui permettre d'intervenir dessus. Ensuite, en ce qui concerne les différentes procédures, la procédure, quand même, on rappelle que pour le Rassemblement national, la procédure a duré 10 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. 10 ans de procédure qui ont conduit à la condamnation qu'on connaît, à une éligibilité avec l'exécution provisoire. Et c'est là qu'il y a l'enjeu sur l'exécution provisoire. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont en train de monter au créneau et de voir. Par contre, pour compléter ce que disait Raphaël, au premier tour, pour l'instant, Raphaël Bardella, il est en train de talonner Marine Le Pen. Raphaël Bardella, excusez-moi, je suis fatigué. Bardella. Vous ne pouvez pas avoir le même prénom que moi, c'est impossible. Je te jure. Raphaël est en train de... Jordan. Jordan, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Jordan Bardella est franchement de loin en tête par rapport aux autres candidats qu'on a cités sur le plateau. L'ensemble des candidats de la droite, etc. Il fait 3 fois plus de voix qu'au premier tour. Donc, ce qui fait que l'inconvénient que le Rassemblement national actuellement, c'est que Marine Le Pen ne veut pas lâcher. Donc, ils sont dans une incertitude. On voit bien que Bardella, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y va, est-ce qu'il n'y va pas? Ça se voit dans ses déclarations. Il fait une allégeance toujours à Marine Le Pen, mais en même temps, il y a certaines personnes du parti qui disent non, il faut qu'il y aille, parce qu'après, il sera trop tard. Parce que choses que vous connaissez très bien, bientôt, ils seront obligés de déclarer leur compte de campagne, de l'ouvrir là, parce qu'ils vont commencer des manifestations, des grands meetings, etc. On sera à un moment donné, il faut les faire entrer dans les comptes de campagne. Dans les comptes de campagne de qui est-ce qu'on va les faire entrer? De qui? De Bardella, de Marine Le Pen. Au dernier moment, on va changer son fusil d'épaule. Donc là, la petite guerre qu'ils ont entre dans le parti, ça risque effectivement de les affaiblir. Mais si on doit faire du Trump, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, Trump avait beaucoup d'affaires et pourtant il a été élu président. Donc on a de quoi être inquiet. Et largement. Donc on a, même si ce n'est pas la même société, mais on voit que les choses sont en train de changer à ce niveau-là. Donc il faut faire attention et on ne sait pas ce que ça va donner malheureusement à ce niveau-là. Mais on appelle quand même à une prise de conscience des gens. Et puis ce qu'on voit surtout, on voit que Marine Le Pen avait commencé d'abord à attaquer les juges.
Après, ils attaquent les politiques en disant que ils ont tout de suite mis le haut là au bout d'1 ou 2 jours sur les juges, même si son discours était quand même dimanche assez... Elle a tapé quand même sur les juges et sur l'État, mais notamment sur l'État de droit, en disant qu'il y a des juges qui sont politisés, etc. Mais ce discours-là, sur l'État de droit qu'on tape, on voit certaines personnes des LR le dire aussi par rapport à ce qui s'est passé avec Sarkozy ou avec Juppé et même avec Fillon. Et on voit aussi des LFI, que ça plaise ou non, qui tiennent un peu ce même discours-là, notamment Mélenchon des fois, qui s'attaquent aux juges, etc., par rapport aux différentes affaires qui arrivent. Donc on a une remise en cause globale de l'État de droit. Et là, ça devient dangereux. D'accord. Juste un petit rajout, n'oublions pas que Marine Le Pen avait demandé à ce que la justice soit plus rigoureuse et intransigeante avec certains délits. Donc, ça doit s'appliquer. Elle avait dit inéligibilité à vie, pour C'est compléter ça. ce que tu disais. Et donc, ça doit s'appliquer aussi pour elle. D'accord. Alors, on va parler des comptes de campagne de la ville de Fort-de-France parce que... Pas de campagne, le budget. Le budget, Pardon, pas le compte de budget. campagne. Comme on a parlé de campagne politique, là, ça se donc je retrouve pense que si jamais on a quand même sur le plateau 2 conseillers municipaux de la ville de Fort-de-France qui vont peut-être nous donner des renseignements intéressants, donc il vaut mieux encore parler de ça avant que le temps ne s'écoule trop. 2 spécialistes des finances. En plus. 2 spécialistes des finances. Il a été président de la commission finances. Alors, De la CTM, première génération. Alors, aujourd'hui, les 2100 agents de la ville et de ses satellites concourent au retour à une situation assainie avec un excédent financier de 4,8 millions, sans licenciement, sans augmenter les impôts, contrairement à l'exigence de la CRC en 2020. Alors, messieurs, qui est-ce qui commence parmi les conseillers municipaux? Moi, je commence comme ça. Je donnerai la possibilité à mon cher collègue du conseil municipal d'apporter la contradiction. Moi, je pense qu'en 2026, Michel va vous rejoindre. Hein, Pas du tout. Quand tu vas entendre ce que je vais dire, Ah bon, Mais Mano, Ça tu sera sans appel. Une fois, nous sommes sortis d'ici, de l'émission, le kiosque, Ouais. et Michel me dit, tu sais que je suis d'accord avec toi à 90%. Je lui ai dit non, à 100%. ça dépend. Non, ça dépend de quel sujet. Mais non, je te chahute, Michel, je te chahute. On T'embête pas. parlait de l'autonomie ou des choses comme ça. Alors, vas-y, Raphaël. Oui, non, commence. mais nous sommes très satisfaits de la situation d'aujourd'hui, sans fanfaronner, bien entendu, parce que ce sont des équilibres qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir. Donc, il faut qu'on soit prudent pour ne pas observer de dérapage et donc pour pérenniser cette bonne situation. Nous terminons pour la première fois depuis très longtemps avec un compte administratif, c'est-à-dire les résultats de l'année 2024, puisque nous examinons les résultats de l'année N-1, 2024. C'est pour les téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils comprennent. Donc les résultats de l'année 2024 nous donnent un excédent de 4,8 millions. Alors, excuse-moi, tu n'es pas simplement conseiller municipal, tu es aussi responsable. Oui, je suis adjoint au maire et responsable, président de la commission des finances. Voilà, la commission des finances. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais de quoi tu parles. Oui, bien entendu, c'est moi qui ai présenté d'ailleurs le budget vendredi dernier. Et donc, cet excédent que nous dégageons montre bien que la ville a retrouvé des marges de manœuvre financières, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et nous avons voté à la suite de ce compte administratif permettant d'intégrer les résultats de 2024 au budget 2025, eh bien, nous avons retrouvé l'équilibre budgétaire que nous n'avions pas depuis très longtemps. Et pour la petite histoire, en 2019, la Chambre régionale des comptes arrive à la ville de Fort-de-France et constate un déficit du compte administratif de 69 millions d'euros. Il faut rappeler que le budget de la ville de Fort-de-France était de 200 millions d'euros. Donc vous imaginez un déficit de 69 millions, réduit à 60 millions après avoir cherché, après avoir examiné les comptes, etc., pour voir où on pouvait gratter, etc. On arrive à 60 millions. Donc 60 millions sur 200 millions. C'est énorme. Et ces 60 millions étaient constitués à hauteur de 40 millions de dettes sociales, c'est-à-dire auprès de la sécurité sociale, de la caisse de retraite des collectivités locales, etc. Nous devions 40 millions et 20 millions aux fournisseurs. Donc il a fallu se ceindre les reins, pour retenir une expression de notre ami et grand élu Aimé Césaire,
pour que nous puissions arriver à ce résultat aujourd'hui. Et le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, lorsqu'il est parti en campagne en 2020, parce que les élections ont eu lieu en 2020, les élections municipales, il a dit très clairement, écoutez, la Chambre régionale des comptes me demande d'augmenter les impôts à hauteur de 10 millions d'euros par an, de me séparer de 500 contrats, 500 agents, 500 contrats, de demander à certains agents qui ont bénéficié d'heures supplémentaires, de choses comme ça, de rembourser à hauteur de 4 millions, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas légal. Et donc, ils refusaient le plan de départ volontaire à la retraite qui avait été mis en place depuis quelques années. Donc, Didier Laguerre, voyant les prescriptions imposées par la Chambre régionale des comptes, leur a dit très clairement, écoutez, je ne peux pas faire ça et je ne le ferai pas. Et je retrouverai l'équilibre en 2025. Il retrouve l'équilibre en 2025. Budget 2025 à l'équilibre. Les deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Les deux sections du budget sont à l'équilibre. En plus, avec un excédent de 4,8 millions. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un effort qui a été fait, à la fois par le maire lui-même, par les agents, par la population. Le maire le dit, la population a accepté effectivement un certain nombre de contraintes, un certain nombre de... La population lui a imposé, oui. Mais oui, mais bon, écoute, oui, il y a des choses qui n'ont pas pu être faites, tout simplement parce que la ville n'avait pas les moyens. Bon, mais oui, mais forcément. Aujourd'hui, que la ville retrouve une marge de manœuvre financière, et puis il faut dire que ce n'est pas parce que la ville a été en difficulté qu'elle n'a pas fait, elle a beaucoup fait. Je veux prendre un exemple. L'éclairage public, 15 millions d'euros. Nous sommes en train de terminer ça sur l'année 2025. 15 millions d'euros assumés par la ville de Fort-de-France, alors même qu'elle avait des marges de manœuvre qui étaient faibles. Beaucoup de choses ont été faites, dans les quartiers, notamment pour l'habitat, etc., etc. La voirie. Bon, en plus, il faut dire que, dans le même temps, nous n'avons pas augmenté les tarifs. La cantine scolaire, tarif non augmenté, alors même que le prix des denrées a évolué de manière considérable. Les tarifs du CERMAC, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, pas d'augmentation des impôts, pas d'augmentation des tarifs, et malgré ça, on arrive à un équilibre budgétaire clair et net. Voilà. Donc, je m'arrête là, simplement, comme mon cher collègue Michel va réagir par rapport à ça, je réagirai à partir de ce que tu auras dit. Eh bien, à toi, Michel. Oui, alors, le maire a trouvé une formule que la ville de Fort-de-France est revenue, j'ai dit revenu au vert. Mais si elle est revenue au vert, c'est qu'elle était au rouge vif. Or, s'il y a eu redressement, c'est qu'il y avait une situation qui était calamiteuse, comme le disait la Cour des comptes, n'est-ce pas, M. Didier Bigot. Alors, je vais vous lire quelques reproches. Tu as parlé de 2019. 2019, c'est le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre de la Chambre régionale des comptes. Et je vais vous lire rapidement quelques-uns des reproches. Alors, des comptes non fiables. Le compte non fiable signifie que les comptes administratifs entre 2012 et 2019 étaient présentés comme positifs, ils ont tous été négatifs, rectifiés par la Chambre régionale des comptes. Des insincérités cumulées, c'est-à-dire des falsifications des comptes. Des charges de gestion qui augmentent 2 fois plus vite que les produits de gestion. Des charges de personnel qui dépassent 70% des produits de gestion. Une capacité d'autofinancement négative, en gros, avec un déficit de la section d'investissement. N'est-ce pas? C'est ça qu'on avait dit. On parle de besoin de financement. Une dette bancaire parmi les plus élevées à l'échelle nationale française. 225 millions d'euros. 2700 euros par habitant. Un régime des indemnités fantaisistes. Le versement irrégulier d'indemnités d'astreinte.
au point même que la Chambre a mis en évidence des indemnités d'astreinte d'un directeur général et a demandé au maire de faire rembourser par cette personne les indemnités d'astreinte illégales qu'il avait perçues. En gros, c'est une gestion dispendieuse. Alors, comment ils sont arrivés? C'est une situation en rouge. D'abord, l'État a imposé ce qu'on appelle un quorum, contrat de redressement outre-mer, 2021-2023. Et l'article 1er de ce contrat, c'est de baisser la masse salariale. Donc, il y a 400 agents en moins entre 2019 et 2024. 400. Bon. Alors, alors je voudrais poursuivre. Le deuxième moyen, c'est d'arrêter les travaux. Tu as parlé de choses qui ont été faites. Ce sont des choses qui ont été faites en 2023-2024. Mais entre 2019 et 2023, on a pratiquement arrêté les travaux à Fort-de-France. Quant à la... Mais s'il n'y avait pas d'argent. Ah ben oui, tu n'as pas donné de l'argent. Et tu n'as pas donné de l'argent parce que ce bouc-là, tu as gaspillé l'argent. Non, mais écoute, non, mais c'est pitoyable. Non, sincèrement, c'est pitoyable. Non, tu permets. Non, mais je te dis, c'est pitoyable. Je cite parce qu'on me dans les comptes. Bon, alors, fini. Non, c'est moi qui vais répondre. Gestion dispendieuse. Mauvaise gestion. Mais D'accord. Moi, j'ai une question sur la Cour des comptes. Quand j'entends tout ce que tu viens de lire, écrit, dicté en fait par la Cour des comptes, on peut se demander pourquoi la ville n'était pas sous administration de la Cour des comptes. Mais c'est pour ça. Mais ils n'ont pas pris. Attends. Non, mais c'est parce que le chef de file de Michel disait que la Cour des comptes n'émet qu'un avis. La même personne, là. Attends. Et je peux te citer la date. Tu permets que je réponde? Oui, vas-y. Tu permets que je réponde? Oui. La loi a changé. On ne met pas les gens sous tutelle, c'est fini. Mais on a mis les gens sous quorum, contrat de redressement, et on a imposé à l'intérieur de la mairie un représentant de l'État qui surveille les comptes de la mairie. c'est une contre-vérité. C'est une alors- contre-vérité. Non. loi. Premièrement, c'est un contrat. Pas la loi. Donc c'est un contrat qui est signé par deux parties. Si la ville de Fort-de-France ne voulait pas signer ce contrat, le contrat Il a signé ça. Mais non, mais la ville dit OK, je signe le contrat. Et quand Michel Branchi évoque ce contrat est signé pour 3 ans à hauteur de 1,3 million sur 3 ans. Ça veut dire 3,9 millions. Vous imaginez sur un déficit de 60 millions ce que ça représente? Ça représente epsilon, rien du tout. Ça veut dire que tout l'effort qui a été fait par la ville de Fort-de-France pour redresser ses comptes. C'est sûr que ça veut dire. De la masse Par la baisse de salariale. quoi? Mais oui, par mais la attends, baisse des mais travaux, c'est normal, la par baisse. des travaux. Mais non. Mais non, attends, avant que je te passe la parole, je voudrais quand même avoir une précision. La magie, c'est ça. Mais non, Attends, quelle Michel. magie? Il n'y a pas de magie. Non, mais attendez. Attends, je veux Non, juste te juste donner une pour quelque précision. chose, juste pour quelque chose que je viens d'entendre, et j'ai entendu le maire faire, comment dire, un truc de presse, quoi, concernant Une conférence de presse. une conférence de presse, cette histoire qu'il y avait un agent de la Cour des comptes dans vos locaux, il avait son bureau là, tout un ça. représentant de C'est l'État. complètement. Mais non. Et Écoutez, pas vrai, ça, nous avons travaillé avec des assistants techniques. Ah, mais c'est ça. Des assistants techniques. Mais oui. Ces messieurs venaient, mais ils ne donnaient pas d'instructions. Ils travaillaient avec nous. Nous travaillions ensemble avec eux. C'est tout. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Nous travaillons ensemble. C'est un tour de passe-passe d'appeler cet agent un agent technique. Mais c'est son nom. Regarde le quorum. C'est un assistant technique. Il nous assiste. Il nous aide à, effectivement, à progresser, à réfléchir, à analyser. Il contrôle les comptes. Il ne contrôle rien du tout. Il ne contrôle rien du tout. Nous avons... Et on doit lui donner un Attends, local. Michel, laisse-moi... Mais non, mais franchement, nous sommes dans des... Excuse-moi. Vas-y, finis. Excuse-moi, mais nous sommes dans des stupidités, là, sincèrement. Mais non, Ils c'est ont pas un des bureau, mais stupidités, ça. où ils travaillent en arrière, en les trottoirs, mais qui ça?
Ils ne peuvent pas travailler dans les trottoirs. Donc, ils viennent Alors, en mairie. un assistant technique. Un assistant technique, ils viennent en mairie, on travaille ensemble. Et moi, j'étais dans le groupe qui travaillait avec eux. On travaillait, ils donnaient des conseils, on discutait, etc. etc. Faut franchement rester sérieux, Michel. Il faut rester sérieux. Vous êtes sur des trucs qui ne doivent pas être retenus. Allons au fond des choses. La Chambre régionale des comptes. Allons au fond des choses. La réalité, nous ne l'avons jamais cachée. La ville avait un déficit, je l'ai répété, de 60 millions d'euros en 2019. Et le déficit, il est venu comme ça. Non, mais laisse-le pas finir. Par le biais de toutes les démarches que nous avons enclenchées. Je vous rappelle que la campagne électorale n'a pas commencé. Mais donc oui, parlons mais c'est gentiment. Mais non. La ville de Fort-de-France n'a jamais, la municipalité n'a jamais rien caché. A indiqué très clairement. Et le maire, lors de la campagne. La Chambre régionale des comptes, les comptes sont ratifiés. Laisse-le finir. Lors de la campagne électorale, le maire a très clairement dit, écoutez, nous avons un déficit de 60 millions d'euros, mais je m'engage à ce qu'en 2025, nous ayons rétabli l'équilibre budgétaire. C'est tout. On n'a jamais caché que... Et j'ai expliqué tout à l'heure le contenu de ce déficit. Le contenu de ce déficit, c'est quoi? Mais ce n'est pas un déficit qui est né il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a 20-30 ans que ce déficit a été enclenché. Pourquoi? Parce que la ville de Fort-de-France avait 4000 agents. Donc, il fallait réduire sur la masse salariale pour pouvoir effectivement dégager des marges de manœuvre financière. Mais non, mais... C'est le clientélisme électoral. Mais non. Bon, allez. C'est le clientélisme électoral. On recrute. Monsieur Michel, tu fais de la politique à l'ancienne. Monsieur Bonchi, je t'ai connu. Mais non, tu fais la politique à l'ancienne. Non, calmez-vous. Michel, laisse les autres parler. Plus calme et chacun, il faut qu'on s'écoute. Restez calme. Il faut qu'on s'écoute et que chacun... Mais non, mais mais c'est pas de la magie. Voilà, c'est Mathieu qui va parler. Attends, Mathieu. Quand tu sors de 60 millions et que tu arrives, je rappelle que l'année dernière, sur le compte administratif 2023, nous avions un déficit de 6,5 millions. La Chambre régionale des comptes a rectifié, a dit non, il faut rajouter 600 000 euros. Nous sommes montés à 7,2 millions. Donc nous sortons 2023 à 7,2 millions et 2024 à plus 4,8 millions. Mais c'est pas de la magie. Attends, ce n'est pas de la magie. Michel, tu as parlé. C'est pas de la magie. Ce sont des démarches qui ont été initiées qui permettent d'arriver à ça. Si vous parlez tous les deux, on va aller à côté boire une bière et on vous laisse le plateau. Il faut faire distribuer la parole. Alors, Mathieu. Moi, je vais revenir sur 2-3 petites choses. Je tiens à saluer le travail qui a été fait par l'équipe de Fort-de-France. C'est un travail extraordinaire et formidable. Je peux m'exprimer, Monsieur Bonchi, je t'écoute attentivement, je ne suis pas intervenu. Je t'ai laissé parler, donc... Je dis bien sûr, mais dis ça quand même. Oui, mais je vais expliquer pourquoi je dis ça. Il y a beaucoup de personnes là qui parlent, qui sont élus, voire même qui se présentent à Fort-de-France, qui ne savent pas que depuis 27 ans, on n'a pas augmenté les impôts à Fort-de-France. 27 ans. Ces personnes-là n'habitaient même pas à Fort-de-France il y a 27 ans. Et je peux en citer plusieurs. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule commune qui, depuis 27 ans, n'a pas augmenté ses impôts. Vous allez voir vos impôts augmenter. Pourquoi? Parce que la valeur locative augmente, qui est fixée par l'État, augmente chaque année. Mais ça, ce n'est pas la mairie qui le fait. Vous pouvez vérifier 27 ans. Ils les ont même baissés en 2006. Et malgré cela, sans licenciement, contrairement à ce qu'on raconte, sans licenciement, la ville est passée quand même de près de 4000 agents à 2100 sans licenciement. C'est un effort considérable qui est fait. Et grâce au travail que fait la municipalité, grâce au travail que fait ses agents aussi, parce que certaines personnes se retrouvent avec du travail en plus, bossent, il y a de l'externalisation aussi qui est faite. Et on peut saluer ça. On aurait pu tous saluer ce travail qui a été fait. Le fait que les finances reviennent au vert, le fait qu'on pourra investir davantage. Ça peut arriver. Beaucoup de régions et de départements se retrouvent en grande difficulté. L'État a une dette de 328 milliards en France. Les États-Unis ont une dette de 29 000 milliards. Donc, ce qui fait que, quand même, honnêtement, toutes les collectivités actuellement se retrouvent en grande difficulté. L'État a voté un budget en disant que son déficit ils veulent le ramener en dessous des 5%. Là, aujourd'hui, ils disent déjà que le taux de croissance qu'ils avaient prévu à plus de 1%, il était déjà descendu à 0,9%. Là, il sera à 0,7%. On sait tous que ce taux de croissance sera entre 0,3% voire 0,2%. Donc, ce qui fait qu'il y a un contexte mondial très difficile. Et malgré cela, comme la ville de Fort-de-France aurait pu le faire, comme le Pays de la Loire, par exemple, qui a 7000 agents, qui fait des économies de 100 millions d'euros et qui supprime 500 postes. Ils auraient pu faire comme le conseil départemental du Haute-Garonne, qui a décidé de supprimer 300 postes.
pour faire des économies, pour répondre aux près de 2 milliards que l'État veut faire d'économies sur les collectivités. La ministre des Comptes publics s'est exprimée hier, elle a dit qu'il va falloir faire des économies supplémentaires encore. Donc, moi, je salue ce travail qui a été mené par la ville de Fort-de-France. Raphaël l'a rappelé, tout en n'augmentant pas certaines choses, puisqu'on sait qu'on est dans un contexte difficile. La caisse des écoles, on a vu que dans beaucoup de communes et dans beaucoup d'entreprises qui font des repas, ils ont augmenté le prix des repas. La ville de Fort-de-France n'a pas augmenté son prix de repas, malgré que le prix des denrées est multiplié par 3. On le sait tous, poissons, etc. La ville de Fort-de-France, comme l'avait préconisé, comme Michel parle de la Chambre régionale des comptes, qui est un exemple pour lui, sauf quand il s'agissait de la CTM. Quant à la CTM, la Chambre régionale des comptes avait dit qu'il y avait un excédent, il critiquait la Chambre régionale des comptes, et en disant que la Chambre régionale des comptes ne donne qu'un avis, et ça sert à rien leur avis, que c'est du pipeau. Ces mêmes personnes qui, là aujourd'hui, plébiscitent la Chambre régionale des comptes. Et ils peuvent aller dire ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Ces mêmes personnes, quand ils disaient qu'il y avait des difficultés financières à la collectivité, qui avaient décidé d'augmenter les impôts sur l'ensemble des Martiniquais. Chômeurs ou non chômeurs, je parle d'impôts indirects, comme la taxe des produits pétroliers. Non, la ville de Fort-de-France n'a pas fait ça, n'a pas augmenté les impôts, pas comme ces mêmes personnes-là ont fait. Bien. Sur les Martiniquais. Bon. Karine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Eh bien oui, je retiendrai que les causes du déficit de la mairie de Fort-de-France étaient particulièrement sérieuses et déloyales au regard des concitoyens foyalais. Je retiens aussi que c'est une prouesse de la part de Didier Laguerre d'avoir redressé la barre de la ville de Fort-de-France au détriment probablement de certains projets qui auraient permis d'améliorer l'essor il fallait faire des choix. Dans ce genre de circonstances-là, il fallait faire des choix. On espère que la mairie pourra redémarrer sous de meilleures conditions. Et puis que la ville de Fort-de-France, qui jadis était une ville qui était attractive et qui l'est de moins en moins, qu'elle pourra satisfaire davantage les Foyalais, mais aussi le reste de la Martinique qui la côtoie régulièrement. Moi, je veux juste rajouter que l'ensemble des villes, des grandes villes comme ça se retrouvent, quand on parle d'attractivité, la ville de Fort-de-France est attractive. La semaine dernière, les 2 ou 3 dernières semaines, il y a eu des réunions à chaque fois. Au 6e étage de la mairie de Fort-de-France, c'était rempli pour les gens qui veulent investir à Fort-de-France. Et en particulier au centre-ville. Au centre-ville. Il y a des commerces qui ouvrent tous les jours. Hier encore, j'étais à l'inauguration d'un commerce. Mais je tiens à rappeler qu'il y a des articles, c'est pas moi qui le dis, des articles du Monde, etc. Toutes les études montrent que tous les centres-villes se retrouvent en grande difficulté et qu'il y a beaucoup de fermetures de commerce, même dans les rues piétonnes. C'est un système mondial qui se fait au détriment de quoi? Des supermarchés, des hypermarchés, de ce que Karine critique tous les jours. Et elle a bien raison. Parce qu'il faut favoriser le petit commerce et l'attractivité du centre-ville. Mais moi, je salue les choix qu'ont fait la ville de Fort-de-France quand ils ont décidé de maintenir l'aide pour les personnes qui sont en difficulté. Un tiers de la population de Fort-de-France a plus de 60 ans. Donc, il faut mettre en place des politiques publiques. Il y a des politiques qui sont mises dans les quartiers pour permettre que les gens ils n'ont pas leur pièce à se déplacer à Fort-de-France tous les jours. Hier encore, j'ai vu qu'ils étaient à l'Angelier ou etc. Il y a des services de santé de proximité qui sont mis dans les quartiers. Il y a des aides pour les démarches administratives. Le CCAS se déplace dans les quartiers. La ville de Fort-de-France a recruté des assistantes sociales supplémentaires et augmenté son budget pour aider les personnes parce qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de Martiniquais qui se retrouvent en grande difficulté. Ils ont rénové plusieurs écoles. Donc, ils ont fait des choix, éducation, solidarité, santé, aider les gens à manger, à boire et à s'en sortir au quotidien. Donc, oui, ils ont mis certains grands chantiers en stand-by en attendant de pouvoir retrouver des marges de manœuvre financières. Et moi, je salue ces choix qui ont été faits, ces choix qui ont été portés notamment sur l'humain, avant tout en attendant. Les bains, là où on caille, ce n'est pas du jour au lendemain quand il fait caillou. En fonction budget, on a dit, avant, je vais ranger toiture là avant pour qu'elle n'a pas coulé. Et puis après, j'ai dit dans caille là. Parce que si moi, pas ranger toiture là, c'est toute caille là qui est pourrie. Et c'est ces choix là qu'ils ont fait la ville. Alors, attends. Lui. Oui, mais... Non, mais pas après, lui. je repasse la parole. Non, mais oui, tu Il vois n'en là. avait pas fini, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je Non, mais je sais pas. Je pense que c'est C'est une sorti campagne du cœur. électorale. Mais on voit les positions. C'est particulièrement On voit les animé. positions des oppositions politiques là qui sont en train de s'exprimer des deux côtés. Moi, je suis plus dans le constat que dans l'opposition Non, mais quand politique. tu dis le mot déloyal par rapport à la population, moi je le prends pas très bien. Tu as vu ce qui a été cité Non, par... mais sans faut pas- juge, ça aurait faut été pas valable se pour baser n'importe sur quelle ça. commune. Faut pas se baser Ça aurait sur ça. été- faut pas se baser sur le rapport de la Cour des maintenant, comptes. la Chambre générale des Sur comptes des critères qui ont assassine été tout le énumérés. monde. C'est comme ça. Ils estiment que c'est leur droit. Ils ont le droit de le faire. Ils Ah, assassinent d'accord. tout le monde. C'est comme ça qu'ils font. Donc c'était gratuit de leur part. Et j'ai plusieurs exemples. Je veux dire deux choses. Rappelez
que la ville de Fort-de-France a une histoire. Quand je dis que ce déficit n'est pas né il y a 5 ans, il y a 10 ans, est né depuis 40 ans. Tout simplement parce que la ville de Fort-de-France, dans les années 50-60, avait 50 000 habitants. Dans les années 70, la ville en avait 100 000. Césaire a accueilli tous les gens qui venaient de partout. Oh là là, Qui venaient ça de revient chaque fois. qui ça. venaient de partout. C'est un marronnier. Si tu permets, Michel, si tu Ouais, permets. Si tu Césaire. permets. Mais c'est une réalité. Si tu permets. Mais non, Si tu ça n'a rien permets, à voir avec la gestion si tu actuelle. permets, Ça n'a strictement je rien te à voir avec la remercie, gestion je te actuelle. remercie de me laisser parler. Bon. Parce que quand tu parles, je t'écoute. Donc 100 000 habitants dans les années 70. Et aujourd'hui, Il a fallu, aujourd'hui ça a on est à diminué, combien? nous sommes à 75 000. Il a fallu construire des écoles, crèches. donner des crèches, bien entendu, pour accueillir cette population qui venait. Je L'hôpital te La signale que le premier Ici. adjoint de Césaire était un communiste, Georges Gratien. Oui. Mais Oui, bon, oui, mais non, oui, mais oui. non, Et tu après, ramènes Pierre toujours Lallicque. ça aux communistes. Les communistes n'existent Mais plus. oui, ça a été fait par Georges Gratien, Mais non, premier mais adjoint non. communiste Mais de je Césaire. ne te dis pas le Mais ça a contraire. été fait, Simplement, bon. je te dis pas le Laisse-le contraire. finir. Il Non, n'empêche qu'il y avait un grand timonier dans la maison, c'était Aimé Césaire. Un grand Donc, timonier. Oui. Donc, ce que je Alors, te dis, finir, Raphaël, mais s'il te oui, plaît. ce que je te dis, Bon, c'est c'est tout. que cette ville a une histoire. Et il faut rappeler que Césaire, à l'époque, comme vous voulez le dézinguer, on ne lui donnait aucune subvention. Surtout à l'époque, c'était avant la... Mais laisse-moi finir de Non, mais parler, tout le je monde te sait dis. ça. Ça, on sait. Mais oui, mais bien Mais sûr. non, mais Moi, Mais non, mais j'étais jeune, j'ai entendu parler de ça. je veux rappeler ces éléments d'histoire avant qu'on ne me raconte des histoires, C'est justement. pas l'histoire. Attends. Le problème, c'est la gestion À partir du moment, mais je te dis que le déficit est né depuis cette époque-là. Non. Mais bien sûr, le déficit est né depuis cette époque. Il a fallu aller à l'essentiel, c'est-à-dire donner du travail aux gens, leur donner un logement, leur permettre de vivre, de se cultiver par les écoles. Ma famille est du Lamentin. Je suis à Fort-de-France et au Terre-Saint-Ville depuis 4 générations. Si Césaire n'avait pas mis une école au Terre-Saint-Ville, je ne serais pas devant vous en train de parler. Clairement. Donc ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens sont comme moi, sont issus des villes hors de Fort-de-France, sont venus effectivement s'installer à Fort-de-France. Et finalement, grâce à l'action de Césaire, ces gens-là ont pu évoluer, prendre l'ascenseur social. C'est ce qui a été le cas de ma famille. Oh, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que les quorums viennent de quoi? Les quorums viennent du fait qu'il y a eu un rapport de Georges Patient, sénateur guyanais, et de Jean-René Cazeneuve, un député de département de France, qui ont examiné les choses et ont estimé qu'il y avait un sous-financement des collectivités locales des Outre-mer. Un sous-financement de 200 millions d'euros. Qu'est-ce que l'État français a fait? Plutôt que effectivement, de compenser, de nous donner 200 millions d'euros, eh bien, ils ont estimé qu'il était nécessaire de nous faire signer, de nous proposer des contrats de redressement pour les villes les plus en difficulté. Première génération pour la Martinique, 2 villes, Fort-de-France et Saint-Pierre, qui ont signé un contrat de redressement. Deuxième génération, c'est-à-dire depuis l'année dernière, les villes de Trinité, de Gros-Morne, de Saint-Esprit et de Prêcheurs. Les villes les plus en difficulté. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que Fort-de-France qui se retrouve en difficulté. Et toutes les autres villes ont des difficultés financières. Donc quand je dis qu'il faut saluer, et Mathieu l'a dit avant moi d'ailleurs, qu'il faut saluer l'effort qui a été fait, qui est un effort considérable pour redresser les finances de la ville, alors que c'est une ville qui subit des charges de centralité. Puisque les gens viennent d'ailleurs, même lorsqu'ils n'habitent pas là, ils viennent travailler à Fort-de-France. Ils venaient travailler, ils viennent encore travailler. Donc il y a des charges de centralité qui sont supportées par la ville de Fort-de-France. Donc c'est une charge importante à laquelle la ville de Fort-de-France doit faire face. Donc qu'on ne vienne pas me raconter que oui, la Chambre générale des comptes a écrit ceci, cela, déloyal ou pas déloyal, insincérité, etc. Nous sommes sur l'écume des vagues. Alors, les choses profondes sont que la ville de Fort-de-France devait faire face à de nombreuses prestations à fournir pour les besoins de la population. La ville de Fort-de-France n'avait pas les moyens et effectivement a fait face, s'est retrouvé en difficulté et maintenant a redressé la tête. Voilà, il faut le retenir. Moi, je retiens aussi, avant de te passer la parole, je retiens aussi que cette mandature-là actuelle qui est en train de se dérouler là, le maire de Pointe-à-Pitre
avait décidé de remettre son mandat tellement il ne s'en sortait pas, avec les difficultés que toutes les Et grandes Pointe-à-Pitre villes... était concerné par les contrats de Mais redressement. bien sûr, Première du génération. Rimel, du Première Rimel, génération. du Rimel. Bon, Donc, c'est alors- pas seulement Fort-de-France Première qui a ses génération. problèmes, Bien là, sûr. Michel. Il y a 10, pour la première génération, il y a 10 villes des Je le dis Outre-mer très concernées. Il y a officiel. 10. Je suis dans un On peut débat faire qui est preuve faussé, j'ai 3 personnes d'objectivité contre moi. aussi. C'est Tu n'as pas pas un 3 débat, personnes. c'est pas- Oui, Tu c'est n'as pas- que 2 personnes. Non, non. Alors, moi, Tu as une alliée là. Ce que je dis, Je n'ai rien ce à dire. que Non, je j'ai dis, dit tu as une alliée. Non, non, je ne sais pas bien. Ah, non, on laisse Michel Non, parler, non, s'il non, vous pas plaît. du tout. S'il vous plaît. Qui a Michel. dit ça? Mathieu, s'il te plaît, on laisse Non, Michel j'ai pas parler. parlé, j'ai rien dit. Vas-y, Michel. Je l'écoute attentivement. d'abord, j'ai la première page du rapport de 2019 de la Chambre régionale des comptes, n'est-ce pas? Mais non, la Chambre régionale des comptes, c'est ton machin. Écoutez-moi. C'est ton référent. L'État français, c'est ton Laisse-le référent parler, maintenant. Raphaël, Grand laisse-le communiste que parler. tu es. Raphaël, laisse-le parler. Laisse-le parler. Les téléspectateurs vont Oui, écouter mais tout le oui. monde. Vas-y, Michel. La Chambre régionale des comptes, ce sont des magistrats qui ont le pouvoir d'investiguer et de demander des comptes que les élus, les conseillers municipaux, même de l'opposition, ne peuvent pas demander. On est obligé de se référer aux écrits de la Chambre régionale des comptes. Et cette Chambre régionale des comptes a édicté, alors je lis une phrase, simplement une phrase. Le déficit ne vient pas depuis l'époque de Césaire, il vient depuis 2012. Et la Chambre régionale des comptes écrit ceci, excusez-moi, le présent contrôle des comptes et de la gestion de la ville de Fort-de-France sur la période 2012-2019 s'est révélé en raison des difficultés rencontrées pour obtenir les réponses aux questions et les documents, pourtant assez simples sollicités, ces demandes ont dû faire l'objet de nombreuses relances. OK? Par conséquent, les comptes étaient faux. Les comptes qui étaient présentés aux élus étaient faux. Alors, la deuxième chose, le redressement s'est opéré précisément parce que le quorum a imposé un certain nombre de mesures. Et que dans ce quorum, il y a un prétendu assistant technique qui était à la ville de Fort-de-France et qui contrôlait cela. Enfin, Bien. Ah, Alors, enfin, je vais- enfin. Non, non, Vous mais savez- je ne peux pas laisser dire ça. mais non, mais- Attends, mais tu Mais vas non, répondre. Michel, tu n'es Non, pas, mais tu n'es pas vous honnête, venez faire la Michel. propagande. Mais tu n'es pas honnête. Jean Philippe fait la Michel, tu propagande n'es de pas la guerre. honnête. Ne pas laissez-moi parler. Mais tu n'es pas honnête. Je suis Parce honnête. que j'étais à la manœuvre. Bon. Le gars m'imposait des choses, il contrôlait Alors, quoi, il contrôlait rien du tout. Laisse-le finir C'est son... certain. Mais non, vrai. Michel, Son c'est dernier pas truc, honnête de ta part. enfin. Oui, Honnête. oui, Enfin. je suis honnête et je Mais dis la non, c'est vérité. pas honnête, c'est pas honnête. Et tu n'en sais rien en plus, tu n'en sais rien. Bon. C'est ça le problème. Bon. Tu n'étais pas là, tu sais pas comment ça fonctionnait. Fini, Michel. Fini. Non. C'est tellement vrai que la Cour des comptes, que le quorum a été renouvelé pour la période 2024-2026 parce que le quorum estime que le redressement qui a été opéré n'est pas suffisant et qu'il faut encore continuer. Et dans le quorum qui a été signé en octobre 2024, on remet ce fameux assistant technique et surtout on encadre. Il y a des maquettes avec les chiffres qui encadrent le chiffre du personnel. On va même jusqu'à imposer le taux de remplacement des personnes qui partent. Très bien. Tu Par voulais conséquent, terminer. par Tu voulais conséquent, terminer. par conséquent, Michel, veut parler. par conséquent, ce document, on peut le consulter. Bon. Par conséquent, la ville de Fort-de-France est garrottée par l'État. Alors, Voilà. je vais juste terminer sur plusieurs choses qui m'ont été reprochées. Donc, objectivement, sans faire de sentimentalisme, les motifs qui ont été évoqués par Michel ont été évoqués par une instance officielle. Donc, ce ne sont pas des jugements de valeur, ce ne sont pas des attaques politiciennes que de relever ce qui a été déclaré par la Cour des comptes, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai parlé d'attractivité, j'ai souhaité que Fort-de-France retrouve de l'attractivité. Je n'ai jamais dit que Fort-de-France est répulsive. Donc, que ça vous mette dans ces états-là, quand même, ça m'interpelle. Et je me rappelle quand même qu'il y a très longtemps, Fort-de-France était une concentration d'impulsion économique en Martinique. Tout le monde allait à Fort-de-France.
tout le monde souhaitait aller. C'était un symbole de réussite d'avoir un commerce à Fort-de-France, etc. C'était une ville particulièrement attractive. Avec le temps et aussi probablement avec les choix qui ont été... Parce qu'il fallait faire des choix. Il fallait probablement prioriser. Eh ben, ce qui se passe, c'est que je suis une Martiniquaise comme toute. Je n'habite pas à Fort-de-France, mais je constate comme tout le monde que la ville s'est dégradée, que les trottoirs méritent d'être entretenus, qu'il y a beaucoup de SDF, mais ce n'est pas propre à Didier Laguerre. Mais il y a des choses à Fort-de-France qui choquent par rapport à Fort-de-France que l'on a connu avant. Et ce n'est pas mentir ou ce n'est pas faire des attaques politiciennes que de se rendre compte que l'état de Fort-de-France et l'éclat de Fort-de-France a diminué. Donc, on comprend avec les analyses de chacun qu'il y a des choix qui ont dû être faits. On ne pouvait pas tout faire sachant qu'il y avait un déficit. Mais il faut aussi accepter la réalité de ce que l'on constate sans pour autant entrer dans des jugements de valeur. Mathieu. Bon, non, moi je voulais juste rajouter 2-3 choses et puis je sais pas, sur des jugements de valeur Oui, quoi que ce soit, et puis on est très calme, on passe à autre parle chose. entre nous, on va parler autre chose. C'est un sujet qui passionne, mais ce qui intéresse avant tout la population, c'est de voir que les choses continuent et avancent. Et ce qui les intéresse avant tout, c'est de voir que depuis 27 ans, ils n'ont pas connu d'augmentation d'impôts due à la municipalité à Fort-de-France. Je pense que c'est ça le plus important. Ils étaient déjà au maximum. Oui, bon, d'accord, mais pour l'instant... Fort-de-France était au plafond. Pour l'instant, maintenant, il y a 14 communes devant Fort-de-France. En tout cas, maintenant, il y a 14 communes devant Fort-de-France. Et je tiens à rappeler, ce que les Martiniquais ne savent pas, il n'y a pas si longtemps que ça que la ville de Fort-de-France a fini de payer le prêt qu'elle avait fait pour pouvoir construire, pour pouvoir acheter les terrains de l'hôpital Laména. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Beaucoup de Martiniquais ne pensent pas ça, que c'est grâce au fait que la ville de Fort-de-France a fait un emprunt qu'elle a fini de payer il n'y a pas longtemps, qui a été fait sous Aimé Césaire, pour pouvoir construire l'hôpital Laména. Beaucoup de personnes m'ont dit que ce n'est pas normal, ils pensent que c'est l'État qui a acheté ce terrain-là pour construire l'hôpital. Non, c'est des choix politiques qui ont été faits à l'époque. Juste une petite parenthèse que je voulais dire. Il y a un article du Monde du 9 janvier, parce que je l'ai retrouvé, qui affirme que 18% des commerces indépendants ont fermé en France dans les centres-villes. 18%, voire 19%. Donc c'est vrai qu'il y a une mutation qui est faite. Et ça, on en parle tout le temps ici. Les gens préfèrent commander sur Internet, etc., Amazon, tous les différents sites, et ne vont plus dans les commerces et dans les magasins maintenant. Donc, ce qui fait que les commerces doivent changer, doivent se renouveler. Et ça se voit d'ailleurs dans l'ensemble des villes, pour ne pas stigmatiser sur Fort-de-France. On voit qu'il y a un changement qui est en train d'être fait dans tous les centres-bourgs où les commerces sont en train de changer. Parce que les gens ne descendent plus acheter de vêtements, ils n'essayent plus. Maintenant, ils commandent un vêtement, ça arrive chez eux, ils essayent, ils renvoient. C'est plus simple pour eux. Ou sinon, ils préfèrent aller dans les centres commerciaux qui sont malheureusement dans les périphéries, et ceux qui ne veulent pas, et c'est comme ça que ça se passe. Et mondialement, et on le voit, l'actualité le montre, cette semaine encore, il y a Zara, etc. Tous les grands magasins qu'on connaissait en France ont fermé. Les gens qui mettent, comment s'appelle cette marque de jeans là, qui, je ne sais pas là, je sais pas, il y a une grande marque célèbre française. Chine non, pas Chine, comment Levi's. Non, pas Levi's, mais bon, j'oublie le nom là, qui fait des jeans, qui fait des trucs et qui fait des vêtements, qui a fermé encore cette semaine. On rappelle la boule. Comment? Oui, il n'y a pas de souci, monsieur Michel. Ça m'arrive d'avoir des titres de mémoire, je le reconnais. Tes mensonges te font étouffer. Monsieur Michel, je ne me suis jamais permis de te traiter de menteur. J'ai toujours dit la réalité. Et derrière cette réalité, comme tu es en train de dire ça, c'est la même personne qui disait qu'il n'y a pas longtemps, ce sont les mêmes personnes qui disaient qu'il n'y a pas longtemps que la Chambre des comptes n'émet qu'un avis et que ça ne sert à rien. Et puis je termine, parce que comme je vous faire terminer, qu'on passe à notre sujet. Grégory, à Zouk Télévision, dans cette émission Le Kiosque, on a toujours dit qu'on parle calmement. C'est pas la peine de perdre ses nerfs, de s'envoyer monter pour parler trivialement. Donc moi, franchement, j'ai cru un instant que j'étais à KMT. J'ai cru ça. Donc franchement, je ne peux pas continuer l'émission. Grégory, merci de me mettre le générique, s'il te plaît.